Je découvre un article qui pose une très bonne question. Le droit naturel existe-t-il encore? Ça, c'est pour ceux que la question intéresse. Ça peut être un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas beaucoup lu ou qui n'ont pas vraiment ces notions. Mais je vais en faire un commentaire. Je trouve la question très intéressante. Si cette question ne vous passionne pas, n'écoutez pas cette vidéo. Donc, allons-y. Je lis cet article donc, de Madame Valérie Bugeaud. Le droit naturel existe-t-il encore? Nous examinerons le principe du droit naturel classique avant d'en analyser les déviances modernistes pour enfin déterminer sa position dans notre actuel ordre politico-juridique. Une question cruciale à l'heure où les ruptures technologiques remettent en question les fondements de notre système juridique. Alors, on parle ici de droit naturel, je pense qu'on peut parler aussi de droit coutumier. Pour formuler plus précisément la question posée en intitulé de cet article, il s'agit de savoir si le droit naturel a ou non encore une place fonctionnelle officielle dans la hiérarchie des normes actuelles, c'est-à-dire dans l'état de droit tel qu'il se présente dans notre société. Autrement dit, le processus de fabrication du droit positif inclut-il une allégeance systématique au principe du droit naturel? Intéressant. Afin de tenter d'éclaircir le débat concernant l'opposabilité des règles de droit naturel au droit positif, il est important de bien positionner la question du droit naturel dans le temps et dans l'espace. Nous détaillerons brièvement les principes du droit naturel classique, avant d'en examiner les déviances modernistes qu'il a subies au cours des temps, pour enfin déterminer la position du droit naturel dans notre ordre actuel politico-juridique. Pour finir, nous ouvrirons le débat sur quelques remarques de perspective politique. Bon, gros sujet. Principe de droit naturel classique. L'origine de la théorisation de ce que nous appelons couramment le droit naturel se trouve dans les principes élaborés au XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin. Les principaux apports doctrinaux de saint Thomas, sans S majuscule, résident dans la fusion des acquis logiques de la philosophie grecque avec les principes chrétiens issus de Dieu. Plus précisément, saint Thomas fusionne les apports de la foi avec la raison en estimant que la foi et la raison ne peuvent se contredire et s'exclure puisqu'elles émanent tous les deux de Dieu, bien sûr. Ce mode de pensée fut désigné du terme de scolastique, saint Thomas étant l'un des principaux maîtres de la philosophie scolastique. La construction théorique de saint Thomas d'Aquin s'inscrit dans la logique selon laquelle tous les humains sont tenus de suivre et respecter les lois de droit naturel car ces dernières sont dictées par Dieu. Les éléments méthodologiques permettant de découvrir ces règles de droit naturel écrites par Dieu sont, chez saint Thomas d'Aquin, la connaissance et donc la recherche de la vérité, le souci d'une vie en commun apaisée au sein de la société et enfin le souci de la préservation de la vie et de l'espèce humaine, ce qui passe par la transmission d'une éducation permettant cette préservation. À titre d'illustration de la doctrine novatrice, saint Thomas d'Aquin ne réfute pas le commerce en tant que tel, mais conteste le fait que le commerce de l'argent puisse produire de l'enrichissement. Selon la pensée de saint Thomas d'Aquin, l'ordre juridique s'inscrit dans une compréhension hiérarchisée de la valeur des règles. Je vais quand même retourner sur cette petite note de fin de page. Numéro 5. On va regarder ça. Alors, en effet, saint Thomas conteste le commerce de l'argent, et non pas le commerce tout court. On fait attention dans cette phrase parce qu'on peut mal lire. Donc le commerce de l'argent, le profit pour le profit. Donc, selon la pensée de saint Thomas d'Aquin, l'ordre juridique s'inscrit dans une compréhension hiérarchisée de la valeur des règles. En premier lieu vient la loi éternelle issue de la volonté divine, en second lieu vient la loi naturelle, accessible par la raison, et en troisième et dernier lieu se trouvent les lois humaines, aujourd'hui appelées droits positifs, qui doivent être conformes à la loi naturelle. Tout ça est juste. Selon saint Thomas d'Aquin, le droit juste est celui qui est conforme à la nature et à la raison voulue par Dieu. Oui, de façon logique. Selon cette doctrine, le droit doit être juste s'il veut pouvoir répondre à ses finalités, qui sont de permettre la vie en commun autant que le respect des personnes humaines, comprises dans toutes ses dimensions physiques et spirituelles. Selon la pensée thomiste, un droit positif injuste ne peut ni répondre aux finalités ci-dessus indiquées, ni être conforme à la loi éternelle manifestée dans la loi naturelle. Dans la pensée thomiste, le droit positif est donc condamné à être juste ou à ne pas être. Il faut encore préciser que le thomisme considère le droit positif dans une perspective réaliste, par opposition au courant nominaliste. Les principes issus de la philosophie thomiste, tels que brièvement énoncés ci-dessus, ont historiquement permis l'édification d'une société pérenne jusqu'à se transformer en véritable civilisation, longtemps appelée civilisation occidentale. Oui, et c'est pour ça que je parle de menace sur la civilisation. J'ajoute le christianisme, mais en fait, la civilisation européenne est fondamentalement une civilisation chrétienne. Essentiellement chrétienne. Donc la civilisation occidentale est en fait chrétienne.
Pour autant qu'on utilise le mot civilisation, parce qu'il y a des tas de choses en Occident qui ne relèvent pas de la civilisation, mais qui peuvent relever du contraire de la civilisation précisément. Cette civilisation occidentale a subi un brusque retournement de valeur en même temps qu'elle est devenue plus brutale avec l'avènement des temps modernes, oui, avec un S, qui vont du milieu du XVe siècle jusqu'à la Révolution française de 1789, portée par les grandes épopées maritimes, appelées grandes découvertes des XVe et XVIe, la renaissance des Lumières qui couvre grosso modo la même période historique que celle désignée sous le cap des temps modernes. Oui. L'enrichissement de la classe bancaire et commerçante issue du temps moderne fut concomitant à l'affaiblissement de la civilisation occidentale construite autour de la pensée thomiste. Oui, en le disant très vite. Hein. Oui. Même si cette classe d'affaires, cette caste, c'est dite chrétienne, et l'a éventuellement été à titre privé au quotidien, jusqu'à la Révolution française. Car il y a eu des gens qui se sont comportés en chrétiens au quotidien et qui pourtant, par leur métier et par ce qu'ils faisaient, charriaient un monde qui quittait la licéité morale. Déviance moderniste et nominaliste des principes de droit naturel classique. Avec l'enrichissement de l'époque des temps modernes est né un nouvel ordre social, rompant avec les équilibres issus de l'ordre médiéval représenté par la division sociale en 3 ordres. L'aristocratie, menée par le roi, garant de l'intérêt général, appelé pouvoir temporel, le pouvoir ecclésiastique, appelé pouvoir spirituel, et le tiers-état comprenant tous les autres corps sociaux, paysans, artisans et commerçants. Alors, oui. Oui, encore que cet ordre-là existait déjà jadis, on peut dire que on peut le retrouver cet ordre, quoique non formel, dans l'Antiquité. Dans cette organisation politique, le pouvoir temporel a pour fonction sociale de pourvoir à la sécurité de tous, c'est lui qui part la guerre. Le pouvoir spirituel, oui, et assure la police. Le pouvoir spirituel a pour fonction sociale de garantir le bon respect des règles permettant l'accomplissement de la volonté de Dieu, celle qui garantit sa possibilité de vivre ensemble, et celles qui garantissent la protection de l'individu dans sa dimension physique et spirituelle. Et le tiers-état a pour fonction sociale de nourrir, de veiller au développement matériel de tous. Oui, on peut dire ça rapidement aussi, en n'oubliant pas que c'est le tiers-état qui fournit les finances qui permettent tout le reste. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ministère sans le travail du tiers-état. C'est lui qui crée l'essentiel de ce qui fait d'abord la civilisation, c'est la prospérité. Une prospérité suffisante. Donc le travail. Et donc l'argent. Avec les grandes découvertes est apparue une nouvelle caste à vocation hégémonique. Les banquiers fournisseurs de crédit. Tous les commerçants et artisans devenus industriels au fil des 18e et 19e siècles, enfin la révolution industrielle qui a suivi les grandes découvertes, sont dépendants de la caste des banquiers fournisseurs de crédit. Hommes libres sous l'Ancien Régime, les commerçants des temps modernes sont de facto devenus les nouveaux hommes liges des temps modernes, oui, car il faut bien comprendre qu'aucun commerce, à fortiori de nature internationale, avec un E, ni aucune industrie ne peuvent se développer sans l'aval et le soutien des banquiers fournisseurs de crédit. Ça, c'est pas forcément vrai. C'est pas vrai, en fait. Parce qu'en fait, on peut tout à fait développer des industries sans banque. C'est ce que je montre. On peut le faire. Et on peut redécouvrir la création industrielle à partir d'une relation directe à l'investisseur, qui peut être aussi le consommateur. L'investisseur qui n'est pas banquier. Alors, on me dirait, investisseur, c'est banquier, c'est la même chose. Si le banquier est investisseur, s'il redevient simplement un investisseur, alors ça va. C'est tout à fait admissible. C'est quand il est spéculateur que ça pose un problème. Ainsi, l'ancien ordre social fondé sur le prix du sang, la morale chrétienne, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, les deux ordres disposant de privilèges, a progressivement laissé la place à un nouvel ordre social, politique et social, oui, fondé sur l'arbitraire des banquiers, lesquels sont toujours restés libres d'accorder ou non leur faveur à qui leur plaisait, de la ruse de ces mêmes banquiers pour imposer à tous les membres du corps social, au moyen d'institutions organisées à leur service, des règles entièrement favorables à leur intérêt de caste bien compris, ce qui se traduit par privation de bénéfices et la collectivisation nationale des pertes. Oui, il faut ajouter quand même, tout de même, que les banquiers, pour accéder à un tel pouvoir, ont surtout misé sur l'État. Ils ont créé les États modernes, ils ont fait tous ces ministères qui servent en réalité leurs intérêts finaux, lesquels ne sont pas seulement financiers, mais bien sûr, ce n'est pas dit encore jusqu'ici, mais on y viendra sans doute. Cette nouvelle caste dirigeante, cachée derrière de grands principes claironnés, démocratiques et libéraux,
sur le modèle élaboré par la philosophie nominaliste, a emprunté les avantages de l'aristocratie d'Ancien Régime tout en s'émancipant du sens réel du terme aristocratie, puisqu'il ne s'agissait plus du gouvernement des meilleurs, au sens de la compétence, des vertus personnelles et du don de soi, mais du gouvernement des plus rusés, les plus habiles à instaurer des règles économiques et d'application générale propres à enrichir l'escarcelle personnelle de la caste de la haute banque. Oui, mais la haute banque n'est pas seulement intéressée par l'accaparement des biens et des ressources, parce que c'est fait déjà depuis longtemps. Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, in fine, pour faire du latin de cuisine. Bon, emprunter les avantages de l'aristocratie de l'Ancien Régime, oui, si l'on veut. Encore que les avantages de l'aristocratie de l'Ancien Régime en réalité étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on croit. Ils étaient beaucoup plus faibles aujourd'hui que ce dont jouissent les membres d'un conseil régional, d'un ministère ou bien sûr de la présidence de la République. Je rappelle à tout hasard que la République française, ce sont des centaines de palais et non pas une douzaine propriétés du roi. Des palais avec tout ce qui fait dedans le luxe, la richesse, l'abondance. Aux frais bien sûr des contribuables. En ce sens, les temps modernes et le nominalisme opèrent une rupture ontologique systémique, disons, avec le sens de la terminologie, puisque les nouvelles élites économiques n'ont plus pour vocation d'assurer la pérennité de la vie ni celle de la vie en commun, garante de l'apaisement social, qui suppose la pérennité qui suppose au singulier, je pense, la recherche de la vérité et de la justice, mais a pour objectif unique d'augmenter à la fois leur richesse propre et le pouvoir que cette richesse leur confère sur autrui. C'est surtout ça qui les intéresse. Et on verra de quel pouvoir il s'agit. Donc je reprends au sens moderne. Sont les temps modernes qui supposent logique et le sens de les nouvelles élites n'ont plus pour vocation d'assurer la pérennité de la vie ni celle de la grandeur. Oui, c'est ça, la présence sociale qui suppose au singulier. Mais ont les temps modernes pour objectif unique d'augmenter à la fois leur richesse propre et le pouvoir que cette richesse leur confère sur autrui, c'est-à-dire sur la majorité des gens. L'époque des temps modernes voit naître une convergence idéologique entre les besoins de la caste de nature économique, menée par la haute banque, arrivée au pouvoir, et la philosophie nominaliste qui stipule que les concepts, et donc les mots, n'ont de sens que celui que l'on décide, volontairement, c'est-à-dire arbitrairement, de leur donner. Pour la philosophie nominaliste, les concepts sont absolument indépendants de l'expérience. Oui. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la phase terminale du principe plutocratique porté par les temps modernes. Le régime politico-social propre à cette époque, fondé sur le parlementarisme, les partis politiques et la banque centrale indépendante, s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Oui. La récente mise en lumière des contradictions originelles inhérentes à ce régime tient au fait que les moyens techniques modernes, en démultipliant la force de frappe et de la caste économique au pouvoir, mettent dans le même temps en évidence l'antagonisme systématique qui existe entre le discours public proclamé, transmis par les milieux académiques, et le corps enseignant et la réalité du terrain, c'est-à-dire la réalité vécue, effectivement perçue par l'ensemble de la population. Il faut que je relise ça. La récente mise en lumière des contradictions originelles inhérentes à ce régime tient au fait que les moyens techniques modernes, en démultipliant la force de frappe des questions, mettent dans le même temps, en évidence, l'antagonisme systématique qui est entre le discours public proclamé, transmis par les milieux académiques et les corps enseignants, et la réalité du terrain. Oui. En d'autres termes, la philosophie nominaliste apparaît aujourd'hui, pour ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, un moyen très efficace de contrôle social fondé sur la manipulation du langage et du narratif collectif, le tout formant un paradigme permettant d'imposer pour un temps un fonctionnement social fondé sur des contre-vérités, c'est-à-dire sur des postulats artificiels nés d'un langage et de concepts arbitrairement imposés. Cette philosophie a été l'arme utilisée par la caste des banquiers commerçants pour imposer un paradigme fondé sur la seule satisfaction de ses propres besoins de nature hégémonique. Oui. Alors que l'Ancien Régime organisait un système dans lequel chaque corps politique rendait un service social aux deux autres, le régime parlementaire issu des Lumières a mis en œuvre un système politique de pure prédation,
spécialiste de la caste qui tenait l'économie par le biais du contrôle de la ressource matérielle. Tout à fait. La situation du droit naturel dans notre ordre actuel politico-juridique. Nous examinerons la position précise du droit naturel dans notre ordre juridique. A. Avant d'examiner la façon dont se présente l'avenir politique, juridique et social dans le contexte actuel. B. La position du droit naturel dans notre ordre ou désordre juridique. La situation juridico-politique liée aux déviances modernistes du droit apparaît aujourd'hui au grand jour en raison de l'ère de rupture scientifique dans laquelle nous sommes entrés. Les nouvelles techniques de communication sont pour nos régimes politiques issus des temps modernes, comparables à ce que fut l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle pour l'ordre politique appelé Ancien Régime, le début de la fin. Un peu audacieux comme idée, parce que ça veut dire que l'imprimerie a ruiné l'Ancien Régime, et moi je ne le crois pas. Enfin, ça a contribué peut-être parce qu'elle a pu être, cette imprimerie, un outil pour mal faire, et si l'on pense aux libelles qui ont été écrits dans les derniers temps de l'époque de Louis XIV et de Louis XVI, contre le pouvoir, effectivement. Mais c'était un pari à prendre, que François Ier d'ailleurs a pris, que de vouloir que l'imprimerie permette la diffusion du savoir dans tous les foyers. C'était un pari extrêmement dangereux en effet, puisque ça a valu toutes sortes d'événements tels que le communisme. Le communisme est l'héritage direct d'une certaine instruction à base de savoir et non plus à base de savoir-faire. Mais pour autant, une fois ce cap très douloureux franchi, il ne reste pas moins que l'instruction, une certaine instruction, si elle conduit à une vraie sagesse, est aussi un moyen de libération. Et notamment de libération par rapport aux idées fausses qui ont été véhiculées par les prémices de cette révolution actuelle. C'est-à-dire que c'est notre instruction qui nous permet de démanteler les postulats faux nés avec la Renaissance et surtout les Lumières. Voilà. Bon. L'invention des télécommunications actuelles, l'ère de l'Internet et de l'intelligence artificielle, IA, concomitantes aux grandes avancées de la physique quantique, vont à l'évidence bouleverser... Ça, concomitante, je ne crois pas, puisque en fait l'intelligence artificielle, ça n'a rien d'autre que le développement de l'informatique. Conception même du travail qui disparaîtra sous sa forme actuelle, ainsi que l'organisation des rapports sociaux, oui. Seuls resteront les hommes confrontés à la double nécessité, 1, de préserver le vivant, et 2, d'organiser et de pacifier la vie en commun afin de survivre en tant qu'espèce. Autrement dit, le cumul de l'évolution des méthodes de diffusion d'informations, de la révolution des modes de production par la numérisation, et l'apparition de l'IA, et de la rupture des postulats scientifiques jusqu'alors bien établis par les récentes avancées de la physique quantique, va immanquablement générer une modification radicale des modes de gouvernement. Oui, bien sûr, entre autres, il y a bien d'autres choses qui vont modifier cela, notamment le crash démographique, c'est-à-dire l'effondrement de la natalité occidentale, etc., les invasions migratoires, et plein d'autres choses, et puis l'incompétence généralisée qui fait qu'on n'a plus de budget, et puis les postulats qui s'effondrent. Par exemple, l'école n'est plus maintenant la panacée, n'est même plus un progrès. On s'aperçoit que avoir la tête farcie de savoir n'est plus en soi un progrès. Donc il faut dire aux Africains qui disent nous progressons parce que nous créons des écoles, il faut leur dire c'est pas vrai, vous ne progressez pas en faisant des écoles. Vous allez progresser si vraiment vous partez de zéro, ce qui n'est pas forcément le cas, mais attention à ce que l'école ne détruise pas vos savoir-faire, qui sont bien plus précieux que le savoir pur. On n'a pas besoin de générations entières dans une université qui n'a pas de travail ni de savoir-faire à proposer aux jeunes et aux étudiants, et qui envoie tous ces gens vers le chômage. Nous avons besoin de gens qui aient des savoir-faire. Et l'intelligence peut se développer tout autant, voire davantage dans les savoir-faire que dans la pure spéculation universitaire. C'est un sujet qui m'est cher et qu'a développé, parmi les premiers, Henri Charlier. Je retourne à l'article. À la faveur de cette situation particulière rare dans le cours de l'histoire humaine, le questionnement, oui, trop longtemps oublié, concernant la place du droit naturel dans l'ordre juridique, se repose naturellement. Il était temps, afin de ne pas faire de contresens dans le cadre de ce nouvel et très général engouement public pour le droit naturel, quelques précisions s'imposent. En premier lieu, les avatars historiques font que la conception actuelle du droit naturel, toute de modernisme vêtu,
est purement rationaliste et nominaliste. Oui, concrètement, il faut comprendre que cette conception moderniste du droit naturel est directement issue du mouvement encyclopédiste du siècle des Lumières, lequel mouvement fut entièrement financé par les grands banquiers dans l'objectif d'asseoir leur projet hégémonique. Oui, on peut le dire de manière rapide comme ça, mais enfin, il y a aussi le siècle des Lumières, c'est aussi l'avènement d'une pensée qui voulait assez naturellement, dans le fond, s'émanciper d'une divinité considérée alors, comme le font les adolescents, comme presque tyrannique. Ils ne le disaient pas encore à cette époque-là, mais enfin, il y avait une distanciation progressive vis-à-vis de Dieu, qui était considérée comme un déterminisme en soi. Et donc, on cherchait une liberté, c'est ce qui a conduit à la Déclaration des droits de l'homme et à la Révolution française. On s'affranchit et on se dit, nous, hommes, capables de prendre notre destin en main, sans roi et sans Jésus-Christ. On n'a pas compris qu'en réalité, l'ordre social ancien, le roi et Jésus-Christ, et Dieu, étaient les garants d'une véritable liberté, d'un développement personnel, d'un accomplissement au sein d'une révélation. Ça, c'est maintenant que la population commence à le comprendre, et notamment grâce aux découvertes scientifiques, parce que curieusement, la science qui a cru devoir dénoncer la Bible et Dieu, s'aperçoit que finalement, la Bible exprimait de manière parabolique et symbolique des choses que la science découvre maintenant. Et comprenant par le biais de la chose matérielle, c'est-à-dire l'observation des astres, etc., la physique quantique, etc., effectivement, comprenant par le biais donc des faits matériels, de l'observation des faits matériels, qu'il y a quelque chose qui est incompréhensible sous nos yeux, eh bien les scientifiques aussitôt se disent peut-être que cela vaut dans d'autres domaines, et notamment peut-être que la Bible nous dit des choses qui ne sont pas inexactes. C'est-à-dire que scientifiquement, nous ne pouvons pas démontrer que ce qui est dit dans la Bible est totalement inexact. À considérer que nous ne regardions pas la Bible évidemment comme un récit purement matériel. Parce que c'est un récit, c'est une narration qui est évidemment dans l'ordre de la révélation et donc qui relève d'une anthropologie et d'un rapport à Dieu, et non seulement d'une narration purement historique et matérielle, évidemment. Seulement, les gens de l'époque des Lumières pensaient que la Bible était une narration purement matérielle et historique. Ce que certains chrétiens, d'ailleurs, croyaient aussi, n'étant pas forcément instruits. La question d'instruction des prêtres a été un grand problème pour l'Église, et elle s'est beaucoup... particulièrement depuis la contre-réforme, elle s'est inquiétée de former les prêtres qui avaient tendance éventuellement à prendre la Bible au pied de la lettre, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas considérer la Bible de manière littéraliste. Il ne faut rien d'ailleurs considérer de manière littéraliste, pas même la science. Voilà. Et puisque tout peut être lu à plusieurs degrés et que l'on comprend les choses à des degrés de lecture différents. Si vous ne regardez la science quantique que d'un point de vue matériel, vous ne comprendrez rien, parce qu'il n'y a rien à comprendre sur le plan matériel dans le domaine quantique. Ça n'a aucun intérêt en fait, tout simplement. Ça n'est intéressant qu'à partir du moment où vous commencez à comprendre le fonctionnement intrinsèque des choses, et le fonctionnement intrinsèque des choses n'est pas matériel, uniquement matériel en tout cas. C'est comme si vous regardiez votre enfant, en gros, si vous regardez votre enfant, puis vous voyez un tas de chair. Si vous voyez simplement un tas de chair en regardant votre enfant, c'est que vous n'avez rien compris, ou pas grand-chose. Voilà, ça vaut quand il est malade et que vous êtes médecin. Bon, là, d'accord, mais c'est tout. Bon, alors, les principaux tenants, je ne sais pas si j'ai pas loupé quelque chose. Voilà. Bon, ok. Donc c'est un vaste discours, on ne va pas s'attarder à ça. Les principaux tenants du droit naturel moderne sont l'anglais Grotius, l'anglais Pufendorf, Hobbes, Locke et plus tardivement Rousseau, son fameux autant que fumeux contrat social. Grosso modo, ces auteurs considèrent que le droit naturel ne dépend plus de Dieu, mais de la raison naturelle de l'homme. Voilà. Cela signifie concrètement que le droit naturel est à la fois à la mode nominaliste, édicté sans aucune contrainte ad libitum par des hommes chargés de son édiction. Oui. C'est un fait coupé de Dieu, en fait, le droit naturel, selon ces gens-là, et selon les modernes. Ce qui vaut encore chez de vieux instituteurs. Autrement dit, le droit naturel ne correspond plus à la recherche des lois imposées par Dieu via l'organisation de la nature, désormais artificiellement désignée comme telle par les hommes qui se chargent d'en édicter les règles. En effet, ce courant de pensée a débouché sur l'émergence des droits de l'homme,
Voilà, désignés comme étant l'alpha et l'oméga des principes naturels. Ce qui n'est pas un hasard, puisque justement les droits de l'homme ont eu pour objectif de multiplier les droits catégoriels de façon à faire disparaître le droit commun, seul de nature à imposer à tous dans une relative paix publique, seul de nature à s'imposer à tous dans une relative paix publique, à condition d'être juste, comme nous l'avons vu en première partie de cet article. Le droit commun seul de nature à s'imposer à tous dans une relative paix publique. D'accord. La multiplication des droits catégoriels en tuant de façon mécanique les principes de droit commun et de responsabilité a tué le droit naturel issu de la loi naturelle, oui, tout autant qu'il a détruit le concept même de droit, comprendre droit positif, pour le remplacer par une multitude de règles particulières. Moi je dirais aussi qu'il y a là à considérer le droit coutumier en fait, parce que le droit naturel, si l'on veut, mais le droit naturel, on le comprend comme étant issu de la loi naturelle, or la loi naturelle s'exprime dans la nature de manière éventuellement désordonnée pour une raison qui voudrait pacifier les relations humaines. La loi naturelle dans la savane, si vous voulez, n'est pas transposable dans le droit. Donc, très rapidement, les hommes ont très rapidement considéré qu'il fallait se comporter différemment des animaux, évidemment. Et donc, le droit naturel doit aussi être appelé droit coutumier, puisque la coutume, ce n'est pas seulement transposer la nature dans le droit, c'est l'aménager. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, on apprend, enfin, je l'espère, en tout cas c'est ce que disent les magistrats, que le droit coutumier, c'est la moitié du droit. Si c'est la moitié du droit, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a le droit positif et le droit coutumier. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. Ou alors je le dis tout de suite. Très rapidement, le droit coutumier et le droit naturel, c'est tout ce que vous pouvez faire, moralement défendable évidemment, etc. Bon. C'est tout ce que vous pouvez faire, tandis que le droit positif, légal, normalement, c'est tout ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas faire, c'est une toute petite limite, si vous voulez, ce sont quelques définitions. Vous ne pouvez pas rouler à 180 sur l'autoroute. Bon, je prends toujours cet exemple-là. En revanche, la loi n'a pas à vous dire que vous irez en Espagne pour les vacances, ou en Hollande, ou en Belgique. La loi n'a pas à décider de votre destination. Donc, vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez sur la route, pourvu que vous ne dépassiez pas une certaine vitesse, et puis que vous ayez un comportement qui n'est pas en danger, ni vous-même, ni votre famille, ni les autres usagers. Voilà. Et puis, vous ne commettez pas des erreurs, vous ne pouvez pas taper sur les barrières de sécurité, etc. Enfin, la loi, si vous voulez, ça définit très peu de choses, à côté de cet immense ensemble qui est la liberté d'aller et venir et de faire ce qu'on veut de sa vie. Donc le droit coutumier, c'est beaucoup plus vaste, évidemment, que le droit positif. Quand on dit c'est la moitié du droit, dans les tribunaux, ça devrait être le cas. En réalité, c'est en fait 99% du droit, le droit coutumier. Et il y a 1% qui est le droit positif qui vous dit, oui, mais attention, il y a des choses dans ce droit coutumier que vous ne devez... qui, à un moment donné, peuvent atteindre des limites, qui peuvent changer avec le temps. Et malheureusement, ces limites, aujourd'hui, prennent une propension, ont tendance à devenir très, très, très envahissants. Et on en arrive au point où le droit positif devient l'alpha et l'oméga du droit, en fait. Dans les tribunaux, les magistrats ignorent maintenant le droit coutumier, de plus en plus. Ils ignorent aussi la loi d'ailleurs, puisqu'ils la violent allègrement tous les jours, mais ils ont tendance à étendre leur pouvoir en disant sans cesse, en rappelant sans cesse des textes de loi, et en omettant volontairement un droit naturel ou coutumier. Alors qu'on pourrait leur opposer. Et il faut le faire d'ailleurs dans les tribunaux, il faut dire, mais messieurs, vous oubliez tout de même qu'il y a un droit coutumier. Vous vous dites que, par exemple, je n'ai pas le droit de ramener l'enfant de la voisine à sa mère, à sa mère, parce qu'elle est indisponible et elle me demande de le faire. Vous vous dites que si je le fais, je suis susceptible d'être poursuivi pour enlèvement et séquestration, parce que c'est l'affaire dans laquelle j'aime y partir avec la justice. Donc ils affirment que si vous ramenez un enfant d'autrui chez lui, à la demande du parent, vous êtes éventuellement poursuivable, je ne sais pas si on peut dire ça, par la justice. Pour enlèvement et séquestration. C'est quand même absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le droit coutumier qui veut que l'on puisse ramener l'enfant de la voisine si la voisine nous le demande, eh bien, vous êtes en train de le bafouer, de l'écraser, de le faire disparaître sous
cette tendance écrasante, arbitraire, discrétionnaire à le faire disparaître, à faire disparaître les droits coutumiers, séculiers, la vie au quotidien en fait. Hein. C'est l'invasion dans la vie quotidienne et votre présence partout. Vous allez tout contrôler, tout surveiller. C'est parce que vous, en tant que magistrat, vous voulez être l'un de ces trois pouvoirs et constatant que l'exécutif disparaît, puisque maintenant il n'y a plus d'exécutif en France, c'est Bruxelles qui décide de tout, vu que le législatif lui-même se soumet également à l'OTAN et à Bruxelles, et à Strasbourg, eh bien vous sentez les coups des franches. Vous refusez la loi européenne, on voit très très bien, hein, vous refusez que le bloc constitutionnel s'inféode au droit international, hein, vous niez la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas en première instance, en appel et en cassation, très 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 souvent, et vous avez tendance à prendre le pouvoir dans ce pays. Le contrat social qui a fait la notoriété de Jean-Jacques Rousseau est lui aussi une imposture. Il ne saurait exister de contrat social autre que celui fondé sur l'application d'un droit positif, juste chargé d'appliquer la loi naturelle. Or, le mouvement philosophique des Lumières, dans lequel s'inscrit Rousseau, a eu, à l'opposé exact, pour objectif essentiel de faire disparaître la loi naturelle pour la transformer, via l'alchimie moderniste, en règles arbitrairement décidées par les hommes de pouvoir. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, la Révolution française, c'est très clair, fige les choses. Avant, il y avait très peu de lois. Aujourd'hui, il y en a des charretées. On en pond tout le temps, tous les jours, il y a de nouveaux textes, nouveaux règlements, nouveaux décrets, nouvelles circulaires, nouvelles lois. Et on le voit très bien avec la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution. Il n'y avait pas de Constitution jadis. La Constitution définit et enferme les choses en même temps. Elle fait mine de nous donner des droits, mais ce faisant, elle édicte des choses qui figent évidemment la situation. Et c'est pour ça que nous sommes une société hyper conservatrice depuis 200 ans, qui a très peu évolué, alors que la société avait énormément évolué jusqu'à 1789. Donc tout cela fige et pétrifie même la société. Il ne faut pas produire de lois. On devrait interdire, prohiber la production des lois, sauf nécessité absolue. On devrait même pénaliser sévèrement, on devrait envoyer en prison les gens qui ont des tentations de vouloir faire de la loi. On devrait les envoyer en prison pour les calmer. Parce que la loi, c'est prendre en main la liberté d'autrui et en fait le domestiquer. C'est domestiquer les individus. Il faut en sortir de ça. J'ai déjà souvent dit que il n'y a pas eu de loi édictée, de nouvelles lois en tout cas, édictées sous les rois Salomon et le roi David. Et il y en avait très peu à l'époque des rois de France. Il y avait très peu de nouvelles lois qui étaient édictées. Pendant 1500 ans, il y a eu très peu de nouvelles lois édictées. Donc, depuis la Révolution, c'est une explosion. C'est donc une explosion de la pétrification de l'individu de la société. Par l'écrit, par le droit positif. À titre d'illustration, la fameuse main invisible du marché s'analyse en la main à peine cachée des banquiers fournisseurs de crédit. Ces derniers ont en effet la possibilité, par le choix des bénéficiaires du crédit qu'ils accordent, de créer les acteurs économiques les plus influents, lesquels, à leur tour, par le principe de la loi, du plus fort, la concurrence libre et parfaite n'existant pas, et l'application de leur allégeance naturelle à ceux qui leur fournissent le crédit, auront la possibilité d'orienter le marché dans une direction ou une autre en fonction des circonstances. Un pas de plus vers la disparition officielle de toute référence à la loi naturelle dans le principe de hiérarchie des normes est venu de la publication de 1934 de la théorie pure du droit d'Hans Kelsen, érigée depuis lors en véritable dogme juridique. Cette théorie, véritable imposture intellectuelle, stipule que les juristes ne doivent plus s'intéresser aux finalités du droit, qui sont censées n'avoir aucune valeur, mais doivent exclusivement se concentrer sur les techniques à mettre en œuvre sans jamais confronter ces techniques à la réalité de nécessité de la vie et de la vie en commun. Depuis la théorie pure du droit, le moyen est tout et la finalité n'est rien pour le juriste. En effet, et oui, on a fabriqué des petits techniciens. Le droit positif, issu du processus parlementaire, est en coulisses préparé par des personnes à la solde des intérêts bancaires supérieurs qui contrôlent l'État moderne. D'ailleurs, c'est une première ministre qui disait ça, c'était Edith Cresson, me semble-t-il. Ou non, c'était une autre, je ne sais plus son nom maintenant, qui disait que la morale doit sortir des tribunaux. Et ça illustre très bien ça. C'était Alliot-Marie. Non, c'était pas Alliot-Marie, non, c'était une autre. Je ne sais plus.
Le juriste, autrefois légiste, renommé pour son art d'organiser la vie des sociétés humaines, devient un simple pion chargé d'appliquer des techniques juridiques qu'il a parfois participé à créer, mais sans jamais s'interroger sur les finalités des textes qu'il doit appliquer. Cette théorie pure du droit transforme les théoriciens du droit en petits soldats chargés de pratiquer des textes satisfaisant l'intérêt de la plutocratie économique au pouvoir. C'est, à mon avis, l'une des résultantes nécessaires, et non pas au sens qu'elles sont nécessaires, mais qu'elles s'imposent, de cette tendance maladive à vouloir écrire le droit. L'avènement de cette théorie a signé la fin des théoriciens du droit compétents et responsables pour laisser la place à des gratte-papier, gratte-papier, gratte sans S, totalement désintéressés des finalités du droit, irresponsables et dangereux pour la cohésion sociale, véritable mercenaires à la solde des tendances économiques. Oui, mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement ça. Pour moi, si ça n'était que ça encore, ça serait qu'une partie du problème. Il y a un autre problème qui est très considérable et qui n'est pas pris en compte ici, c'est que, encore une fois, on change d'anthropologie. On n'est plus du tout avec le même individu. On va vers un homme domestiqué par tout cela. C'est plus grave que de servir encore des intérêts financiers. C'est plus grave encore. Le coup de grâce donné aux théoriciens du droit est arrivé encore plus tardivement par l'imposition en France et dans toute l'Europe de la réforme des études supérieures sur le modèle du master. Ce modèle d'origine germanique est parvenu à s'imposer en France et dans toute l'Europe par le biais des États-Unis d'Amérique, États-Unis tirés, et des institutions européennes. Précisons que ce système d'enseignement supérieur qui s'est imposé aux USA de la fin du 19e suggère de limiter au maximum le temps de recherche fondamentale. Toute activité de recherche longue est désormais considérée, postulat irréfragable, comme une perte de temps. Dans ce modèle, le doctorat doit idéalement être restreint à une durée de 3 ans, sans pouvoir dépasser 5 ans, au-delà desquels il sera extrêmement déprécié sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que cette méthode appliquée aux études supérieures est en contradiction directe avec la longue histoire française et européenne, laquelle avait déjà reçu un coup d'arrêt brutal avec l'arrivée du parlementarisme représentatif, conséquence directe de la Révolution de 1789, de formation des théoriciens du droit, entièrement tournée autour de l'apprentissage, de la connaissance expérimentale des lois naturelles et de la vie, et celle de la vie en société. Oui, ça c'est un mouvement, il faut le dire, qui n'est pas nouveau. Ça démarre avec la fin de l'Antiquité, en fait. Ça c'est très ancien, puisque jadis, tout fonctionnait effectivement comme le souhaite l'auteur de l'article, mais la tendance à séparer l'individu de sa finalité et de l'expérience démarre avec l'avènement de la technique dont on a cru qu'elle libérait l'individu. Et le texte fait partie de l'expansion de la technique d'une certaine manière. Puisque pour comprendre la technique, il faut écrire. Et donc on a beaucoup développé le raisonnement, la rationalisation. Donc tout ça, c'est un peu lié. Ce système d'études supérieures d'origine germanique a en soi porté une grave atteinte à tous les domaines de l'enseignement, pas seulement au domaine du droit, qui se voit fortement restreint de façon systématique en population par nature longue. Ne nous trompons pas, derrière ce modèle d'enseignement se cache une attaque de plus sur la souveraineté des États assénés par la casse économique au pouvoir. Cette attaque est un coup de grâce. Ainsi, coup de grâce, je ne sais pas. C'est pas certain, parce que en réalité, ça va porter un coup de grâce à nos États tels qu'ils sont conçus, et qu'ils sont très fragiles parce qu'ils sont pétrifiés. Étant pétrifiés, c'est comme la pierre, ça se fracasse à coups de masse. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Mais la société continue. Et elle va se renouveler, donc je ne pense pas que ce soit la fin. Ainsi, bien malheureusement, il faut aujourd'hui comprendre la hiérarchie des normes, qui est le support de l'état de droit, comme étant un principe purement formel. Étant un principe purement formel qui exclut la loi naturelle en tant que tel. Ce principe est fondé exclusivement sur une conception organique de l'institution de laquelle émane la norme. Oui, plus cette institution est haut dans l'ordre social plutocratique issu des Lumières, parlementarisme dit représentatif, plus la règle édictée sera haut dans la hiérarchie des normes. Oui. Grosso modo, et sans rentrer dans les détails, c'est pour ça qu'on a, c'est la hiérarchie des normes de l'imposture. Parce qu'on est maintenant, on a un sommet qui est le moins compétent de toute la pyramide sociale. Ce ne sont simplement que les gens qui connaissent des codes et peuvent les reproduire, et en parler plus ou moins, sans creuser le fond. Ce sont des maîtres du langage, mais d'un langage vide de substance. Grosso modo, et sans rentrer dans les détails, cette hiérarchie des normes impose factuellement aujourd'hui en France que les règles de l'Union européenne priment sur les règles de droit interne. En droit interne, cette hiérarchie des normes impose que la Constitution soit respectée par les lois adoptées par le Parlement, et que ces deux premiers rangs soient respectés par les normes inférieures et même pour exécutif, décréter, arrêt, etc. Oui. Décret, arrêté, etc. Pardon. Alors, oui.
Mais bien sûr, puisque évidemment, en fait, alors comment expliquer ça semble contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure. En fait, pas du tout, puisque le mouvement révolutionnaire français s'est propagé à toute l'Europe, et même à tout l'Occident. Et donc, ce mouvement de systématisation et de contrôle de la raison, de la raison technocratique aujourd'hui, est monté d'un cran et est allé à l'Europe. Et maintenant, en Europe, eh bien, ce mouvement technocratique écrase le mouvement technocratique national pour prendre le pas et pour le dominer. Donc l'étape précédente, qui était encore plus ou moins un petit peu imprégnée d'un ancien bon esprit, est en train de céder sous l'effet de ce nouvel État technocratique européen qui est maintenant une Union soviétique. Si le concept de droit naturel, véritable dinosaure juridique, n'a pas totalement disparu du paysage juridique, il sert désormais de vague justification théorique à l'existence et à la permanence des principes de droit interne et de droit international hérités de la loi naturelle au sens classique du terme. La hiérarchie des normes. D'accord. Oui. La hiérarchie des normes ainsi comprise, c'est-à-dire vidée de son sens par l'exclusion du droit naturel issu de la loi naturelle, devient elle-même obsolète. Les agents économiques réels ne souhaitent logiquement plus s'encombrer d'un fatras de hiérarchie normative aussi dénuée de sens que les règles qui la composent. Oui, toutes ces règles étant in fine et quel que soit le niveau hiérarchique, écrites et déterminées par et pour les mêmes personnes, les tenanciers économiques. Les lois positives sont toutes édictées. Oui, c'est pas sûr parce qu'il y a quand même. Je ne suis pas sûr parce que je pense que ces puissances économiques, elles s'appuient sur un grouillot de petits techniciens, bureaucrates et technocrates qui écrivent pour eux et qui écrivent parfois maladroitement parce que les banquiers ne contrôlent pas tout. Ce qui fait qu'il y a une multiplication de règles et de normes qu'ils agréent dans l'ensemble, puisqu'ils trouvent ça très bien de domestiquer l'individu, mais dont les libellés ne sont pas toujours exactement ce qu'ils souhaitent. D'où des contradictions entre ce que souhaite le mondialisme et ce que font éventuellement les États. Autrement dit, il y a des forces délétères qui luttent entre elles parfois. Notamment la normalisation de l'individu et la mondialisation. Ces deux choses-là peuvent se percuter. De manière générale, elles marchent tout de même ensemble. Les lois positives sont toutes édictées en fonction des aléas conjoncturels que la caste économique au pouvoir rencontre dans le déroulement de ses projets de long terme. Ainsi, non seulement la hiérarchie des normes, mais aussi toute idée de permanence du droit et de sécurité juridique est désormais obsolète. L'état de droit a été vidé de toute substance. Oui. Dans ce contexte, la disparition de la notion même d'état de droit était inéluctablement actée. Oui, dès le début. En effet, si les règles, quel que soit l'organe chargé de les édicter, sont de nature discrétionnaire, ne répondent à aucun impératif d'ordre naturel et ont pour seul objectif de satisfaire la caste qui s'est aussi discrètement qu'anonymement emparée du pouvoir, il n'est qu'une question de temps pour que cette même caste estime superflu de respecter officiellement un ordre juridique hiérarchique purement formel, alors qu'elle contrôle par ailleurs tous les organes à l'origine de cette hiérarchie. Oui, et puis mécaniquement, si vous voulez, il était nécessaire d'abord d'obtenir la Révolution française, en se servant d'ailleurs de vieilles structures telles que l'armée, par exemple, on s'est beaucoup servi de l'armée pour écraser le peuple français, et puis, cet exemple, je ne l'utilise pas de manière anodine, on en est venu rapidement, enfin au bout de 150 à 200 ans, à détruire l'armée qui était l'un des piliers qui pouvait éventuellement assurer une certaine résistance à un ordre qui se renouvelait, un nouvel ordre mondial qui se renouvelait, qui n'était plus seulement de détruire les anciens piliers de la nation, qui étaient la famille, l'église, etc., mais de détruire aussi de nouveaux piliers tels que l'armée, qui est devenue une grosse puissance qui n'était pas aussi puissante que cela à l'époque des rois. Donc l'armée a beaucoup servi à la Révolution, puis maintenant on s'en débarrasse puisque cette armée-là doit être remplacée, véhiculant encore certaines vieilles valeurs, telles que le sacrifice personnel, le sens de l'honneur, etc. Cela, on le détruit pour le remplacer par de nouvelles armées, une armée européenne qui sera voilà, LGBT, qui sera tout ce que vous voudrez. Donc, ce sera l'étape d'après. Donc, c'est toujours une question de degré et de progrès dans la subversion. La subversion établit des règles qu'elle va détruire ensuite pour pouvoir se renouveler. C'est précisément parce que nous, en Occident, avons renoncé au principe de la loi naturelle que tous les pays du monde peuvent aujourd'hui constater et déplorer la disparition du droit international et son remplacement par des règles aussi arbitraires que fluctuantes en fonction de l'intérêt bien compris de ceux qui les édictent. Dans ce contexte extrêmement dégradé, il est actuellement malheureusement inopérant et même préjudiciable de vouloir ou de prétendre se prévaloir du droit naturel pour invalider ou s'émanciper d'une quelconque règle de droit positif.
Ça, c'est pas sûr, on pourra en parler. Je ferai un débat peut-être avec Madame Bugot sur ce sujet. C'est pas du tout certain. Moi, je crois que là, on va vivre un retournement brutal. Cette mise en garde est sans appel. J'espère que je pourrai faire appel quand même. Seul un changement de paradigme juridique et politique pourra rendre au droit naturel, en tant que traduction de la naturelle, sa place centrale dans le concept de hiérarchie, de normes et de droit. En effet. Mais d'ici là, il est tout à fait possible de fragiliser le système en invoquant la loi naturelle et en invoquant, alors j'aurai un débat à ce sujet avec elle, mais en invoquant des puissances qui sont très considérables et qui peuvent faire peur actuellement à tous ces magistrats et tous ces tenants de cet ordre artificiel qu'on a dans la République française. Il y a des invocations qui font très peur et qui leur font faire marche arrière. Et notamment la montée en puissance du Sud, les BRICS. La population majoritaire de ce monde est restée attachée à la loi naturelle. Et cela, ça peut les inquiéter, ça les inquiète même beaucoup. Ils se disent, je vais peut-être même moi-même finir au bout d'une pique à ce train-là, si la révolution mondiale se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens du retour à des valeurs, de véritables valeurs, une véritable anthropologie. Moi, je pourrais me retrouver mis sur le banc d'un accusé, se dit le magistrat, l'accusé d'avoir été le collaborateur d'un état de non-droit professant des antivaleurs. Et donc, dès aujourd'hui, on peut s'en prévaloir d'une certaine manière. Bon, il faut être assez prudent, mais on peut en parler. Moi, je le fais en tout cas. La façon dont se présente l'avenir politique, juridique et social dans le contexte actuel. Nous vivons actuellement une époque de considération collective due à la dissonance cognitive dans laquelle chaque individu se trouve en raison de la récente politique mise en lumière de l'antagonisme systématique qui existe introduit par le narratif public et d'autre part la réalité vécue par chacun. Cette époque de sidération collective se double d'une période extrêmement dangereuse dans laquelle les élites économiques perdent des outils cognitifs et institutionnels qui leur permettaient de diriger tranquillement sans avoir aucun compte à rendre à la personne, conformément ainsi leur position. Et je me dis que oui, sous-entendu, dès lors qu'on a quitté le bon sens, la loi naturelle, eh bien tout se casse la figure, effectivement. La perte des outils de contrôle social de l'aristocratie financière s'accompagne d'une mise en danger de cette dernière. C'est pas une aristocratie financière, hein, enfin si on veut, mais non, c'est surtout une plutocratie, oui, comme elle l'a dit. Mise en danger de cette dernière par la rupture scientifique et technologique que nous sommes en train de vivre. Ainsi, les banquiers commerçants qui le municipal public en temps moderne sont contestés, concurrencés par une nouvelle élite maîtrisant les sciences et les nouvelles technologies. Oui. Cette casse naissante qui mérite plus que les banquiers ne l'aient jamais fait, qui mérite plus que jamais les banquiers, sans doute, le terme d'aristocratie, tant ils se distinguent par leurs compétences techniques réelles, d'accord, sera-t-elle une véritable aristocratie? Pour dire les choses autrement, cette élite sociale naissante régnera-t-elle, comme les banquiers l'ont fait, par l'arbitraire et l'absence de responsabilité sociale, ou assoira-t-elle, au contraire, son modèle social et politique engagé sur le service qu'elle rendra à la collectivité, rendant dès lors ces lettres de noblesse au sens réel du mot aristocratie, faisant disparaître par conséquence la dissonance cognitive de masse. Cette élite en formation qui maîtrise les nouvelles technologies pourra-t-elle retrouver la voie du réalisme politique, qui passe par la réhabilitation du droit naturel classique et le bannissement de l'imposture nominaliste, ou continuera-t-elle à assumer le rôle de dominant social par la force et la ruse que les banquiers ont imposé au monde? La mobilisation ou non des populations conscientes des enjeux colossaux de la réponse à chacune de ces questions. Dans ce combat, les populations sont plutôt mal parties parce que les actuelles ruptures technologiques ont été initiées par les détenteurs de capitaux actuellement aux commandes. Oui, afin de reprendre le contrôle d'une situation qui menace de leur échapper, il est de la plus haute importance que les gens ordinaires, ceux qui composent la population, s'investissent au maximum dans de nouvelles technologies et par la physique quantique afin de maîtriser ce domaine de connaissance et de ne pas en être les victimes éternelles. Allier une bonne connaissance des lois naturelles développées par les classiques et adaptées à notre ère, ces ruptures scientifiques et technologiques peuvent déboucher sur une réelle amélioration des conditions humaines. Oui, sans la réunion des deux paramètres que sont la maîtrise technologique et la bonne connaissance des lois naturelles classiques, le danger d'un asservissement ultime de l'homme de l'expérience de l'humanité est réel, pour ne pas dire probable. Là, l'auteur fait référence au danger de la totaliture technologique, informatique, de l'IA, etc. Bon. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que, tout d'abord, dans d'autres domaines, il y a le développement personnel. L'irruption du développement personnel qui, évidemment, promet beaucoup, puisqu'on voit bien que les gains de productivité sont là, beaucoup plus que dans la technologie. Donc il y a un retour vers l'homme qui est en train de se faire dans beaucoup d'entreprises depuis à peu près 20 ans, par le coaching, etc. Alors c'est souvent dévoyé, mais à l'origine c'est bon. C'est vraiment le développement de l'individu. Les méthodes à l'origine et chez les experts sont bonnes.
Par ailleurs, il y a des choses à prendre en compte, et notamment ces phénomènes migratoires. L'Europe n'a plus d'enfants, donc très bientôt, qui va remplacer cette population? Ce sont des gens qui viennent du Sud. Et donc ces gens-là n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Donc en fait, ce règne des banquiers va s'écrouler, parce que s'ils perdent pied sur le plan des valeurs, ils perdent tout. Puisque tout leur dispositif, comme l'auteur l'explique d'ailleurs, tout leur dispositif va s'effondrer. En fait, leurs postulats sont leur fondation. Et leurs postulats, eh bien, ils sont en train de s'éroder, s'effriter, puisqu'on est en train d'en changer, les postulats. On revient à des postulats qui sont ceux de la loi naturelle, justement, sous le fait des migrations. Et ça, c'est inéluctable. Le vieillissement de la population, aussi, parce que ça ramène les gens vers Dieu, d'une certaine manière, entre guillemets. En tout cas, avec le vieillissement de la population, il y a un conservatisme certain et un retour à des valeurs essentielles aussi. Donc il y a beaucoup moins de progressisme. On voit très bien la gauche s'effondre aujourd'hui en grande partie à cause de ces deux phénomènes. Immigration et vieillissement de la population. Voilà, et puis on a aussi essayé ces expériences et ça n'a pas marché, on l'a très bien vu, donc les gens en sont revenus. Donc les banquiers sont en train de perdre pied. Ils vont maintenir l'illusion en reportant leurs espoirs sur, bien sûr, l'immigration et sur l'intelligence artificielle, mais ce sera très très difficile parce que l'intelligence artificielle ne va pas s'en laisser compter. Il faudra la contrôler, la brider, mais elle-même, elle va générer, elle le fait déjà d'ailleurs, elle est capable de quantifier les choses tout simplement. Et donc si elle voit qu'il y a une minorité qui tente de contrôler un narratif, comme on dit maintenant, maladroitement, eh bien elle-même va le manifester en disant aujourd'hui les faits sont ceux-là, mais ils sont traduits de telle manière, par telle presse, dans telle quantité, avec telle fréquence, etc. Donc elle va quantifier ce qui se passe et dès lors la vérité apparaîtra à chacun. Enfin ceux qui voudront bien la voir évidemment. Mais les gens sérieux, intelligents, les gens qui décident ne pourront pas éternellement nier les faits. C'est comme ça. Conclusion en forme de prospective. En même temps que devient visible l'antagonisme entre les discours officiels de la plutocratie au pouvoir et la réalité quotidienne vécue par la grande majorité des gens, une autre situation devient visible, celle de la consanguinité liée aux lignées dynastiques. Ah, ou à l'autre chose. La consanguinité princière dans l'Ancien Régime a peu à peu été remplacée par la consanguinité lignée bancaire qui ont prospéré et en parasitant le dynamisme et la créativité des populations. Depuis l'époque des temps modernes, nous assistons aujourd'hui à la déchéance de la plutocratie financière, comme nous l'avons assisté au XVIIIe siècle. Nous avons assisté à la déchéance de l'aristocratie princière. Oui, on peut dire ça, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y avait toujours au temps de Louis XVI et de Louis XV des gens assez extraordinaires, simplement l'argent les a mis de côté. Donc je pense que la déchéance n'était pas si nette que ça. Peut-être chez les princes, mais les princes n'étaient pas toujours décisionnaires, puisque les sociétés étaient énormément construites autour des corporations, autour du peuple, autour des parlements. Il y avait toutes sortes d'institutions qui faisaient que le roi n'était pas le monarque absolu comme on l'a compris dans les temps modernes. Il était absolu au sens latin du terme absoluta, c'est-à-dire sans lien avec les oligarchies, avec les princes. Justement, il était libre. Enfin, il était ontologiquement, précisément, il était censé être détaché de toute servitude, de toute contrainte. Il n'était pas assujetti à un autre prince. C'est pour ça qu'on a dit absoluta. Mais je ne suis pas sûr que les princes aient eu autant de pouvoir qu'on le pense aujourd'hui, et je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait une telle dégénérescence telle que celle que l'on voit aujourd'hui effectivement dans une certaine oligarchie consanguine et apatride. C'est vrai. Bon, ils deviennent complètement cinglés et ça c'est un symptôme assez net. Et puis ils deviennent extrêmement stupides. Enfin, je veux dire, de toute façon, il faut être un idiot complet pour prêter une quelconque importance à un texte comme le Talmud, qui est truffé de débilité du dernier degré. Ça s'adresse uniquement à des débiles mentaux, enfin pour moi. Bon, bref. En guise de conclusion, je voudrais revenir sur une leçon de l'histoire que nous devons considérer comme étant une loi naturelle. Afin de retrouver le chemin de la civilisation, nous devons impérativement renouveler les élites dirigeantes de façon radicale en portant collectivement au pouvoir des gens ayant démontré leurs compétences par leurs actes et actions passées, oui, qu'ils soient informés et respectueux de la nature et entendus au sens classique du terme, oui, il faut qu'ils soient formés comme le gentilhomme du XVIIe, c'est-à-dire qu'il ait ses lettres, qu'il ait une expérience d'existence, effectivement, qu'il soit conscient du bien public, et qu'il ait une véritable vocation aussi.
c'est-à-dire un cadre réaliste par opposition à la philosophie nominaliste. Sur le modèle thomiste, ces lois naturelles garantissent à la fois d'une part la protection de l'intégrité de la personne humaine et plus généralement du vivant, et d'autre part celle du groupe constituant une nation politique au moyen de la réhabilitation de la notion de bien commun, sans expérience extérieure du pouvoir dynastique. Enfin, pour finir, oui, il vaut mieux que ce soit quelqu'un effectivement qui soit exempt de tout reproche et d'imprégnation de ce système actuel qui est déjà délétère, enfin déjà condamné. Enfin, pour finir, il faudra garantir que nos institutions futures placent les dirigeants à l'abri des affres dynastiques qui dégénèrent toujours en consanguinité en garantissant l'élection au suffrage universel direct des ministres du chef d'État. Bon, c'est une option, mais moi je ne crois pas tellement. Enfin, si on veut, c'est une option. C'est une option, mais moi je crois beaucoup plus à établir des règles selon des compétences. Notamment. Pas seulement les compétences, hein, c'est pas suffisant. La compétence ne fait pas tout. Mais d'abord, il faut établir une polyarchie et pas se contenter de régimes tels que nous les voyons. Il faut établir une polyarchie, donc ça n'a pour l'instant jamais existé, réunissant les grands principes, les grands régimes de jadis. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. On en reparlera si vous le voulez. Et puis, faire en sorte que ce soit des gens compétents. Donc les compétences, ça se mesure, ça s'objective, et justement l'IA peut nous aider. On peut parfaitement objectiver les choses, et dès lors que vous avez un individu qui sort complètement de ce que dit l'intelligence collective, qu'il commet des erreurs telles que les magistrats, vous avez des magistrats qui condamnent à 6 mois de prison ferme un individu qui, dans le département d'à côté, serait condamné à 10 jours ou à 15 jours de prison. Et même avec sursis. Donc on voit bien que c'est complètement aberrant. C'est le pouvoir discrétionnaire et arbitraire total chez les magistrats. Il n'y a pas d'objectivation, donc il faut... Enfin, quand je dis total, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a quand même plus ou moins des textes, et puis un phénomène corporatif qui fait qu'ils ne peuvent pas non plus condamner un voleur de bicyclette à la perpétuité, évidemment. Mais très largement, il y a quand même une dimension arbitraire de leur décision qu'il faudra objectiver. Voilà, et l'élection ne garantit pas grand-chose en fait, parce que l'élection peut garantir que des Mélenchon arrivent au pouvoir, puisque déjà ça fait partie des gens qui ont le pouvoir. Et d'ailleurs, les Macron et compagnie, ils arrivent bien au pouvoir. Alors vous me direz, les élections sont truquées, mais on peut tromper les gens, c'est très clair. On peut tromper les gens, et donc l'élection ne garantit rien. Donc il faudra autre chose, simplement il faudra de l'élection, évidemment, il faudra du référendum d'initiative populaire, il faudra que le peuple participe, mais il faut aussi apporter d'autres outils qui permettront d'assurer les choses. Alors pour cela, je vous recommande d'aller voir notre site renversement.fr. Il y a plein de choses, notamment la page questions et réponses. Il y a les mesures, allez voir sur une page spécifique, et puis les questions et réponses, allez voir sur une autre page, en vidéo, il y a plein de choses qui vous permettent de commencer à comprendre ce que nous proposons, qui me semble couvrir tout le spectre du problème sans être dans une surréaction par rapport à ce qui ne va pas aujourd'hui. Parce qu'évidemment, la tendance, je dirais, populaire générale, c'est de vouloir faire le contraire de ce qu'on a aujourd'hui. Et faire le contraire de ce qu'on a aujourd'hui, c'est tomber dans un autre piège qui est le contraire. Et le contraire n'est pas juste non plus, puisque on serait dans un systématisme qui serait extrêmement dangereux à son tour. On passerait d'une situation à une autre qui serait extrêmement contraire, mais extrême tout de même et dangereuse pour tout le monde. Voilà, donc il ne faudrait pas, par exemple, passer d'une représentativité complète et très relative, enfin traîtresse par rapport à la population, cette représentation des députés qui est traîtresse et qui ne représente plus du tout la volonté populaire. Un député, normalement, transmet la parole de l'électeur. Il est envoyé à Paris pour dire exactement ce que le peuple lui a dit, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, évidemment. Le député se considère comme le supérieur du citoyen, qu'il néglige complètement. Bon, alors si vous passez d'un système comme cela, un système de non-représentation absolue, et les personnes s'expriment toutes, et il faut un consensus pour obtenir que les choses avancent, à ce moment-là, on n'arrivera à rien, puisque le consensus n'est pas possible parmi les Français. On le voit bien, dès que vous lancez un groupe de parole, vous voyez bien que ça tiraille tout de suite dans tous les sens, et les interférences. Donc il faut objectiver tout ça, le rendre plus intelligent, et créer des outils, ça peut se faire très rapidement, où chacun pourra participer, et prendre une place en fonction de sa participation et de la qualité de sa participation. Donc, tout ça, on peut l'objectiver. Bon, voilà, donc on en parlera, mais c'est effectivement l'avenir. Toutes ces conditions de réorganisation sociale, et bien d'autres encore, dites-vous, sont garanties, enfin, dit cet article, sont garanties par le renouvellement politique en forme de changement de paradigme porté par le projet Révolu droit. D'accord, eh bien, je ne connais pas, mais ça m'intéresse, on pourra regarder si vous m'envoyez quelque chose à ce sujet. Voilà pour cet article, à très bientôt.